Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'y plonger dans un sujet vraiment passionnant, le design paysager. Bonjour. Et je précise bien design, hein, parce qu'on va voir que c'est bien plus que du simple jardinage. Ah oui, complètement. On ne parle pas juste de connaître les plantes, hein. C'est ça, C'est savoir comment organiser l'espace, comment le sculpter en fait. voilà. Et pour explorer ça, on a une source qui est hyper intéressante. C'est un module de formation pour les pros. Le genre de document qui n'est pas fait pour le grand public, quoi. Exactement. Le but, c'est de transformer leur intuition en une méthode, une vraie méthode rigoureuse. On va essayer de leur piquer quelques secrets. C'est un peu ça. Le document, il pose une question qui est centrale. Comment on impose une structure à un espace? À un espace naturel sans le dénaturer et sans le rendre artificiel. C'est tout le paradoxe. Notre mission, ça va être de décortiquer cette approche. Comment on passe d'un terrain un peu chaotique à un lieu qui a une âme, qui raconte quelque chose? Et on va voir que derrière tout ça, il y a des règles, des systèmes presque invisibles qui guident notre regard sans même qu'on s'en aperçoive. C'est ça qui est fascinant. Et le but, c'est toujours de trouver l'équilibre parfait entre, disons, la créativité et les contraintes techniques d'un lieu. C'est là que tout se joue. Alors, allons-y. Le document commence par les bases, les règles de composition visuelle, un peu la grammaire du designer. Oui. Et la toute première, franchement, elle est surprenante. Ça concerne la ligne d'horizon. La consigne est très claire. Ne jamais la placer pile au milieu. Ah oui, Ça m'a paru contre-intuitif. Je me disais, le milieu, c'est l'équilibre, non? C'est une erreur classique. On confond souvent la symétrie et l'équilibre dynamique. Mettre l'horizon au milieu, ça coupe la scène en deux. C'est stable, oui, mais c'est statique. ennuyeux presque. Voilà, Alors qu'en décalant l'horizon, soit dans le tiers du haut, soit dans le tiers du bas, on fait un choix narratif. d'accord. Un horizon haut, ça met l'accent sur le ciel, la lumière, c'est un sentiment d'ouverture. Ah oui. Et à l'inverse, un horizon bas, ça nous ancre dans le lieu, ça met en valeur la végétation, les textures au sol. On ne raconte pas du tout la même histoire. Donc c'est le premier acte du designer, décider si l'histoire se passe sur Terre ou dans le ciel. C'est intéressant. C'est exactement ça. Et ça m'amène directement à la règle suivante qu'on connaît un peu mieux, notamment en photo. La règle des tiers. La fameuse règle des tiers. On divise l'image en 9 cases et on place les points importants sur les intersections. Oui, et en paysagisme, c'est pareil. Un bel arbre, un banc, une sculpture, on ne le met pas en plein milieu. Non. On le place sur un de ses points de force. Le regard est guidé beaucoup plus naturellement. Ça donne tout de suite une impression plus pro, plus réfléchie. Mais pourquoi notre œil est attiré par ces points-là? Et c'est culturel ou il y a autre chose? Il y a une raison plus profonde, je pense. Mettre un objet au centre, ça crée une composition très formelle, presque solennelle. D'accord. Dans un jardin, on cherche souvent quelque chose de plus vivant. En décalant l'objet, on crée une petite tension visuelle. L'œil fait un micro-effort pour s'y poser, et du coup, l'espace vide, Hmm. il se met à exister. Voilà. Il participe à la composition. Le jardin paraît plus grand, il respire. Ok. Donc, on a nos points d'intérêt sur la grille, mais comment on relie tout ça? Pour que l'œil ne saute pas d'un point à l'autre sans logique. Ah, et ça, c'est la troisième règle, qui est fondamentale. Créer un chemin visuel. Un chemin visuel. Oui? L'idée, c'est d'utiliser les lignes qui existent déjà dans le paysage. Ça peut être une allée, bien sûr, mais aussi le bord d'un massif de fleurs, une rangée d'arbres. Même une ombre. Même l'ombre d'un mur, exactement. On utilise ces lignes pour construire une sorte d'autoroute invisible pour l'œil. On ne laisse pas le visiteur se débrouiller tout seul, en fait. On lui propose une visite guidée visuelle. C'est exactement ça. Un bon design rend l'exploration intuitive. On n'a pas besoin de réfléchir. Le regard suit naturellement le parcours qui a été pensé. D'accord. Et là, la perception change. On ne voit plus une collection d'objets, mais une scène cohérente, un tableau qui se déroule sous nos yeux. Et au bout de ce chemin, j'imagine, il y a le clou du spectacle. Le centre d'intérêt. La récompense. Le document est très clair là-dessus. Il doit avoir la couleur la plus intense et le contraste le plus fort. Oui, le contraste, c'est la clé. C'est le point d'exclamation de la phrase visuelle. Et il y a deux manières de faire. Ah, Soit on l'entoure d'autres couleurs vives pour attirer l'œil sur toute la zone, c'est l'abondance. Soit, et c'est souvent plus chic, on l'isole. c'est-à-dire? Par exemple, vous mettez une touffe d'agapanthès, d'un bleu électrique, devant une grande haie de buis très sombre, très uniforme. Ah oui, le bleu va ressortir de manière incroyable. Et il va littéralement vibrer. L'œil ne peut pas l'ignorer. Et ça crée une image qui reste en mémoire. C'est fou comme ces règles, une fois expliquées, paraissent évidentes. C'est souvent comme ça.
Le document continue avec une série de à faire et à ne pas faire. Le premier conseil, toujours mélanger les lignes, horizontales, verticales et diagonales. C'est le secret pour créer du rythme, pour éviter la monotonie. Un jardin tout plat, tout horizontal, ça peut vite paraître écrasé, sans aucune énergie. Je vois. À l'inverse, un jardin avec que des cyprès, que des poteaux, ça peut être agressif. Le talent, c'est de faire danser tout ça. Un muret pour l'horizontale. Voilà, un peu plié pour la verticale, et puis une allée en diagonale pour créer de la profondeur. C'est ce ballet de lignes qui rend un jardin vivant. Un autre conseil qui m'a marqué, c'est cette préférence quasi dogmatique pour les courbes. Les schémas sont clairs que une allée droite, c'est non. Une allée sinueuse, c'est oui. Pourquoi cette haine de la ligne droite? Ah, c'est une question de psychologie. Un chemin droit, il expose tout, d'un seul coup. C'est efficace, mais il n'y a aucune surprise. Ok, Notre cerveau, lui, il est curieux. Il veut savoir ce qu'il y a derrière le virage. La courbe, elle préserve le mystère, elle invite à l'exploration. elle transforme la promenade en une découverte. C'est ça. Chaque tournant peut révéler une nouvelle vue, une nouvelle ambiance. C'est un outil narratif hyper puissant. Mais est-ce que ça marche partout? J'imagine un petit jardin de ville très rectangulaire, une allée en courbe, ça ne risque pas de faire un peu forcé? C'est une excellente question. Et c'est là qu'est la nuance. Dans un espace très contraint, très formel, la ligne droite peut renforcer le côté architectural. Oui. Mais même là, un bon designer va chercher à casser la rigidité. Il ne fera peut-être pas une allée courbe, mais il plantera des massifs aux formes souples et arrondies le long de cette allée. Pour adoucir. Pour adoucir, exactement. Le principe de la courbe, il n'est pas que dans le tracé. Il peut être dans la forme des plantations. C'est le dialogue entre l'organique et le géométrique. D'accord. Et puis, il y a ces détails, le jour de règle qu'on ne devinerait jamais. Par exemple, ne pas commencer un chemin exactement depuis un coin, ou éviter les éléments verticaux qui penchent vers l'extérieur. Oui, ça peut paraître étrange, mais là encore, c'est la perception. Commencer un chemin un peu en décalé d'un coin, ça casse la symétrie, c'est plus fluide, plus naturel, Moins attendu. moins attendu. Et pour l'élément vertical, un arbre qui penche vers l'extérieur, ça crée une sensation d'instabilité. On a l'impression qu'il va tomber hors du cadre. Notre cerveau n'aime pas ça. Non, il cherche l'équilibre. Il préfère des verticales bien droites ou qui penchent un peu vers l'intérieur. Ça donne l'impression que la composition est solide, qu'elle se tient. Le but, c'est toujours la sérénité. Fascinant. Alors, après toutes ces règles, le document ouvre la boîte à outils du designer. Les grands systèmes de composition. Ce ne sont plus des conseils, mais des schémas directeurs. C'est ça. Si les règles sont la grammaire, les systèmes sont les grandes formes de discours. Chaque système va créer une ambiance, une atmosphère très différente. On commence avec la spirale d'or. Oui, basée sur le nombre d'or. Son pouvoir, c'est de guider le regard de manière très naturelle, presque hypnotique, vers un point focal au centre. C'est parfait pour un parcours qui doit finir par une révélation. Comme un sentier qui s'enroule et qui dévoile une sculpture cachée. C'est l'exemple parfait. On retrouve aussi une vieille amie, la courbe en S, la surf curve. Ah oui, c'est l'incarnation de ce qu'on disait tout à l'heure sur les chemins sinueux. Le grand classique du parc à l'anglaise. On ne voit jamais le début et la fin en même temps. Ça donne une impression d'infini. Exactement. Et à l'opposé complet, on a la composition radiale. Radial. Là, tout s'organise autour d'un point central, comme les rayons d'une roue. Pensez à une fontaine sur une place d'où partent toutes les allées. C'est très formel, très directif, très autoritaire même. Le message, c'est « Regardez ici, le centre du monde, c'est là ». Il y a aussi plus simple, comme la forme en V. Très simple, mais très efficace. Deux ais qui convergent, ça crée un couloir qui force le regard à aller dans une direction précise. C'est idéal pour encadrer une belle vue au loin. Ou l'entrée d'un bâtiment. Bien sûr. Et on ne peut pas parler de système sans mentionner l'équilibre, la symétrie. Là, on pense tout de suite au jardin à la française. Évidemment, Versailles, c'est l'archétype. 2 parterres identiques de chaque côté d'une allée centrale. Le message est clair, l'ordre humain domine la nature. C'est une démonstration de pouvoir. De pouvoir et de contrôle. Ça crée un sentiment de calme, de grandeur, de stabilité absolue. C'est un choix philosophique très fort. Et enfin, le document revient sur la section dorée, ce fameux ratio de 1 pour 1,618. Concrètement, comment on l'utilise sans sortir sa calculatrice tout le temps? Heureusement, ce n'est pas si compliqué. C'est plus une question de sensibilité aux proportions.
Par exemple, faire en sorte que la largeur d'une terrasse ne soit pas égale à sa longueur, mais qu'elle suive à peu près ce ratio. D'accord. On ne le remarque pas consciemment, mais notre cerveau est programmé pour trouver ces proportions harmonieuses. On les retrouve partout dans la nature, c'est une harmonie mathématique cachée qui nous apaise. Bon, si on fait le bilan de tout ça, ce que je retiens, c'est que le design paysager, c'est une discipline hyper méthodique, en fait. Absolument, c'est loin d'être juste une question de main verte ou de bon goût. C'est une discipline qui pirate notre perception visuelle avec des règles très précises. Oui, et qui utilise ensuite des structures, ces fameux systèmes, pour donner une âme, une cohérence à l'ensemble. Le but n'est jamais de faire un catalogue de plantes, Non, bien sûr. mais de construire une expérience pour celui qui traverse le lieu. Et on en revient à la question de départ, comment on met de l'ordre dans la nature sans la tuer? Et la réponse, c'est que les meilleures règles sont celles qui s'inspirent des propres motifs de la nature, comme les courbes, la section dorée. C'est un ordre qui nous semble juste, familier, et donc apaisant. Au final, que je sois un grand parc ou un tout petit balcon, ces principes permettent de transformer un bout de terre en un lieu qui a du sens. C'est ça. Il crée un sentiment de bien-être, de sérénité, qui ajoute une valeur immense à la fois émotionnelle et souvent immobilière. C'est parfaitement résumé. Mais ça m'amène à une dernière réflexion. Toute notre discussion, et le document aussi, est très centré sur le visuel, sur ce qu'on voit. C'est l'approche dominante dans le design, c'est certain. L'œil est le sens roi. Et si on poussait la logique plus loin? Si on appliquait ces mêmes principes, le point focal, le cheminement, le rythme, à nos autres sens? C'est une piste passionnante. Comment est-ce qu'on composerait un chemin olfactif? Oui? On pourrait imaginer une allée bordée de lavande, puis de rose, puis de jasmin. Le parfum guiderait la promenade. Avec des points focaux olfactifs qui marqueraient des étapes. Chaque senteur définirait une pièce différente du jardin. Ou alors un point focal sonore. Imaginez un jardin très silencieux, où le seul truc qui attire l'attention, c'est le murmure d'une petite fontaine cachée au fond. Ah oui, on ne la voit pas, mais on la suit à l'oreille. Le son devient le centre d'intérêt. On pourrait jouer avec le bruissement des feuilles de différentes plantes, le bruit du gravier sous les pas. Ça ouvre un tout nouveau champ de possibilités, en fait. Pour créer des expériences encore plus profondes, plus immersives. Exactement.